Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ces nouvelles 45 minutes de votre émission débat 100% Bénin. Retour du PVI, le programme de vérification d'importation au cœur des activités portuaires. Le comeback, maintes fois annoncé et maintes fois révélé, un canular n'en est plus un, du moins depuis la date du 15 mars pour être précis. Depuis cette date, en effet, Dame Rumeur sur cette question a vécu totalement alors de sa tribune officielle pour le point hebdomadaire du Conseil des ministres. Pascal Irénée Koupaki, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a officiellement porté la nouvelle. À compter du 1er avril, les acteurs portuaires vont renouer avec le PVI. La nouvelle, qui n'a pas surpris grand monde au regard d'un certain nombre d'indices, n'a pas manqué toutefois de susciter toutes sortes de commentaires et réactions. Soulagement et déception étaient les plus partagés. Deux sentiments nettement perceptibles aussi bien dans le rang des acteurs portuaires que celui des observateurs de la vie socio-politique et économique du Bénin. 100% Bénin, le numéro du jour fera un arrêt donc sur l'opportunité de l'acte pris en Conseil des ministres, les retombées de la reprise des activités du PVI et son impact sur l'économie du pays qui depuis peu est en baisse de forme économiquement parlant. Thème au menu, reprise des activités du PVI, l'impasse ou de quoi fouetter l'économie béninoise. Pour en parler avec nous, deux invités déjà confortablement installés à César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui lui revient, dit-on. Donc d'abord, l'acteur portuaire, il a nom Mamé Azando Sessi. Déclarant en douane de formation, il est le secrétaire général du CONAV, le Conseil national des acteurs de véhicules d'occasion. Mamé Azando Sessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à cette invitation. À moi. Et comment se porte la troupe que vous dirigez, ces acteurs portuaires réunis au sein du CONAV? Bon, nous rendons grâce à Dieu parce que je ne pourrais même pas dire que la troupe se porte bien. Parce que, vous savez, aujourd'hui, bon, le port, nous y sommes, malgré nous, et les réalités du terrain sont ce qu'elles sont. Je ne pourrais pas avoir la langue de bois. Je crois que tout à l'heure, on pourra parler. Merci bien. En face de lui, un éditorialiste, je l'ai annoncé, un observateur de la vie socio-économique, mais aussi politique du Bénin. On ne le présente plus. Médéric François Gongo est son nom. Il est éditorialiste, mais aussi le directeur de publication du quotidien béninois d'information Actu Express, un journal très en verve depuis peu. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et amis téléspectateurs de Cita TV, bonjour. Comment allez-vous? Excellemment bien. Intéressant à savoir. Oui, la nouvelle est tombée depuis le 15 mars, initiée au départ pour, dit-on, sécuriser les recettes douanières, le PVI, avec tous les remous que cela a suscité dans son exécution, n'aura pratiquement duré que le temps d'un éclair. Les beaux jours annoncés n'auront été que de très courte durée. Le PVI, mort et enterré, pas de décret, reprend définitivement vie par la même thérapie. Un décret aussi donc. Le 1er avril prochain a officiellement annoncé le Conseil des ministres et acteurs portuaires et douaniers devront à nouveau renouer avec la reprise des activités concernant ce programme qui a fait couler assez d'encre et de salive. Mamé Azando Sessi, à l'annonce de la nouvelle, il paraît la nuit a été très longue au niveau du CONAV. Oui, parce que, comme je vous le disais tantôt, nous avions, en tant qu'acteurs portuaires, nous nous sommes regroupés pour analyser les tenants et aboutissants du retour du PVI. Mais en réalité, permettez-moi tout de suite d'abord de vous expliquer le PVI. Quand les gens parlent du PVI, le programme de vérification des importations, mais en réalité, il faut comprendre qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes importateur, que j'en suis aussi, par rapport à ce qui se passe, nous ne payons pas les mêmes droits. Ça dépend peut-être de votre acquaintance avec les douaniers. Alors, le PVI vient corriger... Vous parlez d'une discrimination? Bien sûr que oui. Le PVI vient corriger cette injustice-là. Et qui est que nous quittons, nous importons du même pays, mais nous ne payons pas les mêmes droits. C'est dommage. Donc, c'est quelque chose que nous devons corriger. Mais
Aujourd'hui, depuis janvier 2017, nous avons commencé ce qu'on appelle la valeur transactionnelle, qui n'est rien d'autre quand même que le PVI. Et la valeur transactionnelle qui est quoi? Qui est que le douanier ne connaîtra même pas l'importateur, mais à partir du moment où il est en face de la marchandise, il peut dire la valeur réelle des droits de douane que ce dernier doit payer. Et vous, même avec votre facture, lorsque vous trichez, il est en mesure d'appeler le fournisseur, c'est-à-dire l'origine de la marchandise, il est capable. Et aujourd'hui, vous savez même que, même sur Google, sur les réseaux sociaux, les internets, vous allez trouver les prix réels des marchandises. Donc, il n'y a plus de tricherie. Voilà le véritable problème. Et moi, je crois quand même que si cela pouvait être pour planifier, ou du moins pour corriger cette injustice, nous allons vraiment applaudir. Donc, il faut dire que la concertation de la nuit a été plutôt pour ovationner l'acte. Oui, pour ovationner, mais pour, non seulement ovationner, mais pour être aussi en état de veille. C'est-à-dire, nous n'allons pas... Parce qu'au fait, aujourd'hui, moi, depuis quand on a parlé de valeur transactionnelle, j'ai commencé déjà par créer sur les toits pour dire que, d'accord, pour les valeurs transactionnelles, mais qu'il faut aller au pas cas par cas. Il faut tenir compte des produits de première nécessité. Vous savez, nous sommes un pays pauvre. Et que lorsque vous prenez le lait, les boîtes de sardines, tout ça là, si ces denrées doivent coûter cher, ce n'est pas bien pour nous. Donc je suis d'accord pour la valeur transactionnelle, mais je dis, il faut aller au pas caca. Il faut tenir compte des produits de première nécessité. Donc je le disais tantôt. Donc maintenant, et pour aller encore plus loin, parce que quand on parle de PVI... On ira plus loin tout à l'heure. Vous permettez la première prise de parole de votre vis-à-vis. Médéric François Gongo, la nouvelle n'a pas laissé indifférent non plus l'éditorialiste. C'est vrai qu'au thème de la décision du tribunal arbitral de l'OHADA, deux options s'offraient au chef de l'État. Ou il se fait rembourser le faramineux montant de près de 162 milliards, ou les conditions idéales devraient être remplies pour qu'il commence les activités du PVI nouvelle génération, disait-on. Les deux cas mis ensemble se sont retrouvés être un peu battus en brèche par cette promesse de campagne du chef de l'État qui a bel et bien dit à tout le monde qu'il ne se fera pas rembourser les frais issus du contentieux entre Bénin Contrôle et l'État béninois, ainsi que l'a décidé le tribunal arbitral d'Abidjan. Donc beaucoup de Béninois ont cru en lui, beaucoup de Béninois ont voté pour lui, tout au moins les 45 000 voix qui lui ont permis d'être deuxième, dépassant le troisième, nous a-t-on dit. Beaucoup de Béninois ont cru en cette promesse, en ce désintéressement, en cette promesse qui faisait un sacrifice. Mais si aujourd'hui on nous dit que le PVI va reprendre, sans nous expliquer techniquement ce que ça peut apporter à l'économie béninoise aujourd'hui face à l'indigence, face à la paupérisation, face à la raréfaction de la liquidité, à merveille prouvée et justifiée par la multiplication des tasses, si on ne peut pas le dire, nous sommes en présence d'un reniement, d'un engagement de campagne. Et venant de la part de quelqu'un qui a été élu dans cette proportion au deuxième tour 65%, c'est véritablement inquiétant. Deuxièmement, lorsque le chef de l'État lui-même en arrive, à travers un entretien qu'il avait accordé tout juste après son arrivée à un journal international, Le Monde, on arrive à dire qu'il ne pense qu'à lui seul, d'abord, ce qui sous d'autres cieux pourrait l'amener, pas parjure, à être démis de sa fonction, parce qu'il a juré faire le bonheur du peuple béninois. Lorsque le chef de l'État en arrive à dire cela, et que au même moment nous constatons que tout juste à son arrivée, il s'est fait rembourser ce qu'on lui devait. C'est vrai, nous a-t-on dit que c'est pour sauver la campagne cotonnière, mais malheureusement qui se retrouvait plombée, on n'en parle plus tellement. Lorsque le chef de l'État, par rapport à beaucoup de décaissements au niveau du trésor public, a eu d'abord à s'occuper de lui-même, aujourd'hui nous avons des raisons évidentes, des raisons conséquentes, subséquentes même, j'allais dire adjacentes, de croire que le chef de l'État continue de penser à lui et à lui tout seul. Nous allons rentrer dans le
vif du débat tout à l'heure, même les valeurs transactionnelles dont on nous parle, nous allons y revenir. Oui, on va y revenir. Je viens vers ma mère, Azando Ceci. Médéric François Ngo soulève un problème d'ordre technique durant d'autres cours. Mais sur le sujet lui-même, vous, acteur portuaire et au niveau du CONAV, qui regroupe assez de monde de ce secteur, quelle est la plus-value qu'apporte en réalité le PVI? Hier, on a entendu beaucoup de procès à l'encontre du PVI. Était-ce fait à dessein ou simplement par méconnaissance? Merci. Vous savez, un bon chroniqueur, M. Médéric, a essayé quand même de faire, disons, un ramassé de ce que le candidat, il a fait ramasser des promesses du candidat. Mais non, moi je parlons spécifiquement de ce qui concerne le PVI, Programme de vérification des importateurs. Je vous l'ai dit tantôt que c'était pour corriger un certain nombre d'injustices. Mais de l'autre côté, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, avant tout propos, il faut reconnaître que ça soit Bénin Contrôle ou PVI, cela n'appartient plus au président Patrice Talon. Je crois quand même que non, cela ne lui appartient plus. Bon, ce qui est sûr, c'est quelqu'un d'autre qui pourra diriger, ce ne serait plus lui-même. Mais le problème n'est même pas là. Le problème est dans la satisfaction des acteurs que nous sommes. Et aujourd'hui, hier, il était homme d'affaires, aujourd'hui, il est président de la République. Je crois qu'il a fait un budget de 2000 et quelques milliards. C'est à lui de savoir comment il peut faire pour engranger cette somme. Donc, le PVI peut y aider. Non, attendez, c'est ce que j'allais dire. Mais lorsque moi je prends, au cas par cas, quand je vais au niveau des conteneurs, depuis l'avènement du Bénin Control et même après son départ, il y a ce que nous appelons tracking, que nous payons, qui devait être le suivi électronique de nos conteneurs. Mais depuis, on nous prend l'argent, mais rien n'est fait. On nous prend indûment l'argent. Bon, si aujourd'hui, cela pouvait être une réalité, nous allons applaudir. Nous allons applaudir dans quel cas? Parce que on vous dit que des conteneurs sont destinés pour Malanville, mais vous les retrouvez à Dantopa, c'est dommage. Et c'est ce que nous appelons le déversement. Donc cela mettra fin purement et simplement au déversement. Donc vous pensez que le PVI peut aider à corriger ça? Voilà le premier aspect. Et lorsque je vais dans les véhicules d'occasion, évidemment, véhicules d'occasion qui est à terre aujourd'hui, il faut l'avouer, du fait du Naira et des problèmes du Nigeria, c'est-à-dire, nous n'allons pas nous voiler la face. Mais au moment où le PVI existait, le PVI en réalité n'a pas fait long feu. Mais quelqu'un on pouvait laisser le PVI aller à son terme et aujourd'hui on pourra juger. Mais je parle quand même du recommencement. C'est un éternel recommencement. Le PVI va recommencer et nous allons laisser le temps pour juger si c'est pas bon. Ma mère, c'est un ceci. Non, je n'ai pas fini. Oui, mais vous avez dit que ça n'a pas fait long feu, donc oui, ça ne permet pas d'apprécier. Mais ceux qui en parlaient hier, qui disaient que ça n'allait pas. Oui, mais pour le peu de temps, moi je vais vous dire, j'étais chef PAC. En tant que déclarant, je gérais un PAC en ce moment. Et je ne trahis aucun secret en vous disant que avant qu'un véhicule ne sorte, le chef PAC, un chef PAC avait au minimum 2 000 francs par véhicule. Que le grâce au PVI, c'est ça? Non. Bien, ça faisait partie des faux frais. Et ne parlons pas aussi des douaniers, ne parlons pas, c'est-à-dire, il y avait donc, avant qu'un véhicule ne sorte, chacun avait... Ça ne coûte pas. Maintenant, quand le PVI était arrivé, les gens ils ont fait des balises. Et lorsqu'ils se plantent devant les véhicules, ils pointent leurs balises, ça leur donnait toutes les données possibles qui prouvent que le déclarant a tout payé. Et vous ne prenez plus rien, les véhicules sortaient librement. Donc il n'y avait plus de faux frais, il n'y avait plus de rançonnement. Donc en cela, nous, on a applaudi le PVI en son temps. Donc c'est pourquoi je vous dis au cas par cas. Maintenant, aujourd'hui, voilà que la filière, elle est vraiment mourante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la ressusciter avant d'intégrer le PVI? C'est ce que nous allons demander. Et je vous ai parlé aussi des avantages en ce qui concerne les conteneurs, parce qu'il n'est pas rare de constater que quelqu'un qui importe des marchandises, je prends par exemple les mèches, on dit que les mèches sont destinées pour le Niger alors que c'est pour vendre à Dantopa. Et celui qui dédouane normalement, l'autre va concurrencer ce dernier sur le même marché de Dantopa. Donc on pourra corriger un certain nombre de choses. Maintenant, si, par rapport au coût, s'il faut, moi je dis souvent, il vaut mieux prendre un peu et prendre beaucoup que de vouloir prendre beaucoup. On reviendra sur le coup avec votre permission. Mais Médéric, là, l'acteur portuaire a soulevé un certain nombre d'aspects qui sera rentable non seulement aux clients, aux usagers, mais aussi profitable pour la caisse de l'État. C'est vrai, nous devons à la vérité de reconnaître effectivement que grâce à un suivi électronique par balise
de certaines marchandises ou des marchandises, c'est-à-dire suivi par tracking, on évite, sinon on empêche carrément des déperditions, on empêche des fuites de marchandises, on empêche des déversements, c'est-à-dire des gens déclarent ces produits en transit vers des pays de l'Interland par exemple, mais par des circuits détournés, les déversent sur le territoire et appliquent des montants un peu plus bas que ce que tous ceux qui ont normalement des douaniers appliquent. Si on le fait comme ça, c'est vrai qu'on aura un suivi. Le tracking va également permettre une rationalisation dans l'utilisation des douaniers. C'est-à-dire on n'a plus besoin des douaniers pour suivre les marchandises, on va les redéployer à d'autres tâches. Ça, c'est des points évidemment bien, puisque le dossier, nous l'avions pénétré tout au début. Et aujourd'hui, on parle des valeurs transactionnelles. Oui. A priori, les valeurs transactionnelles nous amènent à nous aligner sur les valeurs internationalement admises. Et ça permettra aux caisses de l'État, effectivement, d'engranger suffisamment de liquidités et aux acteurs connaissent dans la chaîne de suivi de s'en sortir. Ça, c'est vrai. Mais au même moment, que valent les valeurs transactionnelles pour un pays à majorité peuplé de pauvres? Que valent les valeurs transactionnelles dans un pays où la plupart des importateurs sont des petits importateurs? Que valent les valeurs transactionnelles dans un pays comme le Bénin où le social doit être, tout à l'heure, il a parlé des produits de première nécessité. Est-ce que nous allons appliquer les valeurs transactionnelles pour tous les produits et être sûr que lorsque les pays qui sont à côté, comme le Togo, vont appliquer les valeurs planchers, les valeurs ajustées, ce sont les autres valeurs, aux valeurs transactionnelles, est-ce qu'il n'y aura pas, il y en a qui parlent de fuite de trafic, est-ce que la plupart de ceux qui importent par notre port n'iront pas ailleurs? Les gouvernants ont apporté oui. quelques précisions que les failles d'hier au niveau du PVI ont été prises en compte et les colmatages faits pour qu'aujourd'hui on ait une nouvelle forme, un programme beaucoup plus attrayant pour tous et rentable pour tous. Mais on met la charrue avant la bœuf. Quelles sont les réformes qui sont introduites dans le PVI? Nouvelle génération. C'est-à-dire, on peut dire nouvelle génération bis. Parce que tel qu'on a parlé, c'est que ce ne sera pas l'ancienne formule qui sera maintenue. Tout à fait. Ça, nous sommes d'accord. Mais quelles sont les innovations? On a entendu dans le communiqué laconique du Conseil des ministres dire que les négociations vont être entreprises avec la société Bénin Contrôle pour qu'on voit. Mais pourquoi nous annonce-t-on la date du démarrage sans nous dire exactement quelles sont les réformes? Tout à l'heure, moi j'ai souligné des faits. J'ai souligné des faits, notamment par rapport aux valeurs transactionnelles, même par rapport au tracking. Ce que nous savons, la dernière expérience, Bénin Contrôle n'avait pas les balises. Les balises étaient à quel niveau? Les balises étaient au niveau de la société STTB. Et il y a eu peut-être des négociations qui suivez mon regard, n'ont pas tellement apporté, j'allais dire ce que ça devrait apporter aux deux parties. Mais pour en revenir, moi je veux m'appesantir sur les valeurs transactionnelles. Pour anticiper sur la fuite du trafic, la mise en berne des petits importateurs, parce que les petits importateurs n'auront plus la possibilité à un rythme soutenu d'importer. Et donc, il y aura une raréfaction de certains produits sur le marché. Et donc, dans la loi de l'offre et de la demande, il y aura une cherté. Et c'est le consommateur final, le même consommateur final, va payer les effets induits par les valeurs transactionnelles. Parce que si je dois dédouaner une marchandise à 300 000, et on me dit de dédouaner la marchandise à 1 million, moi, le commerçant, moi, le transitaire, je n'ai aucun problème. Je paye. Et si je paye, je vais vite finir, oui. C'est très important. Je paye, le transitaire paye, le commerçant paye,
Mais ceux-là ne vont pas perdre. Ils vont répercuter ce qu'ils ont payé sur le produit final. Et c'est le consommateur qui va payer. Déjà qu'on a un amenuisement de la capacité, j'allais dire, d'achat. Déjà qu'on a le panier de la ménagère qui va drastiquement s'amenuisant. Déjà que les difficultés économiques sont ce qu'elles sont, le chef de l'État lui-même, il a reconnu dans un aveu de chèque qu'il devrait mériter une démission de sa part. Déjà que nous avons un tableau aussi noir, qu'est-ce qui urge? Parce qu'on n'a pas commencé le PVI depuis un an, le Bénin est en banqueroute. Pourquoi veut-on coûte que coûte commencer le PVI aujourd'hui, alors que l'on n'a pas trouvé des palliatifs aux situations réelles que nous avons, d'exploitation de la pauvreté, pas s'inquiéter, d'indigence, ou plutôt rester de rassurant de la liquidité. et espérer. Voilà le problème qu'on a. Oui, mais écoutez, bon, j'aimerais d'abord rassurer M. Médéric, parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Et il ne faut pas que le PVI soit comme l'épée de Damoclès suspendue à nos têtes. Si ça dit, on lance une certaine psychose dans l'esprit des Béninois, les gens vont dire c'est à cause du PVI. Non, non. Heureusement que vous avez reconnu déjà qu'il y a déjà la cherté de la vie avant l'arrivée du PVI. Mais en réalité, je vous donne un autre... Il craint que ça s'accentue. Si. Est-ce que c'est une crainte légitime? Non, mais sa crainte est légitime, mais nous devons y veiller. Mais maintenant, je vais le rassurer quelque part. En lui disant, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, lorsque vous avez... Parce que moi, étant déclaré en douane, je fais des enlèvements au port de Cotonou et aussi à Ilakondi. Mais je n'ai trahi aucun secret en vous disant que... Mais une marchandise que vous sortez à 17 millions, ici à Cotonou, mais peut-être à 10 millions, vous pouvez sortir la même marchandise et pas à Ilakondi. Et par quelle chimie ça mais c'est ça. Donc voilà des imperfections que le PVI vient corriger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous passez par le port, l'aéroport, et à toutes nos frontières, les droits de douane doivent être les mêmes. Voilà le véritable problème. Les droits de douane doivent être les mêmes. Mais lorsqu'il parle de valeur transactionnelle, j'ai énuméré, j'ai parlé des produits de première nécessité. Donc, il faut tenir compte de tout ça là. Mais le problème, et je l'ai dit tantôt, à l'avènement du PVI, nous n'avions même pas laissé le PVI faire long feu avant de crier. Mais c'est des humains qui dirigent le PVI. Et je crois que quand ils vont commencer, on peut demander quand même, comment dirais-je, des effets de redressement, des effets de souplesse. Il a annoncé une rencontre tripartite entre les différents acteurs. Ce qui se fera, parce que la réalité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, comme Médéric vient de le dire, et je crois que c'est en cette seule manière que nous pouvons construire le pays. Mais devons-nous laisser encore des fuites de capitaux? C'est ça le véritable problème. Est-ce que nous devons permettre encore que l'argent qui aille dans les poches des gens soit plus énorme que ce qui va dans la poche de l'État? Voilà le véritable problème. Nous devons être un bon citoyen. Accompagner d'abord le PVI et voir les imperfections pour corriger et aller de l'avant. Médéric François Ngogon, en définitive, il n'y a pas plus de peur que de mal. Retour du PVI pour le bonheur de tous et pour le bonheur surtout de l'économie béninoise. C'est pas évident parce que Bénin Contrôle est là pour faire des bénéfices. Et on se rappelle de l'expérience de CFT. C'était Bénin Contrôle qui captait tout et se chargeait par le biais de la structure qu'on voit aujourd'hui aux Gémonies, je parle de Ségub, de faire la répartition. Et je pense que si le chef de l'État a eu gain de cause au niveau du tribunal arbitral d'Abidjan, c'est sur la base des arrêtés interministériels qui ont été signés et qui ont donné tout le pouvoir au CFT comme à toutes les structures, partie prenante. Et si lui-même aujourd'hui, il en arrive à mettre en cause beaucoup de choses qui ont été faites en ce moment, c'est clair et net que si les acteurs, certains acteurs qui ne seraient pas forcément d'accord avec le pays s'organisaient, on peut avoir un éternel recommencement de procès. Là, c'est un autre côté. Je veux m'appesantir sur la crise sociale en perspective, parce que je dis, j'insiste et je persiste pour répéter que lorsque l'on ne va pas donner les garanties de ce que ça ne sera pas seulement pour la recherche du profit, parce qu'on sait bien qu'on doit contracter des dettes pour son installation. Et il faut les payer naturellement. Il faut les payer. Oui, mais les payer n'empêche pas l'État d'entrer en possession de ses droits. Écoutez,
l'État aujourd'hui est à la recherche de capitaux. Les multiples emprunts obligataires sont des preuves éloquentes. L'élargissement de l'assiette fiscale est une preuve évidente. Le PVI, forcément, l'État va vouloir permettre à Bénécontrôle d'apporter aussi un maximum. Parce qu'aujourd'hui, ne l'oublions pas, quoi qu'on dise, le chef de l'État est chef de toutes ces entreprises qu'il a créées, même si c'est des parts. Il a cédé des parts aux gens qu'il abreuvait. Donc, indirectement, les sociétés lui reviennent, même si statutairement, il n'est plus chef. Et le chef de l'État, en bon homme d'affaires, l'a dit, je ne lutte que pour mes propres intérêts. Bénécontrôle ne perdra absolument rien. Les principaux acteurs qui se sucraient ne perdront absolument rien. Ceux qui perdront, ce sont finalement les populations. Mais Derrick, vous n'avez pas dit ça. Une entreprise n'est pas créée pour perdre. Et tout en faisant des économies, l'entreprise qui est en règle vis-à-vis du fisc et autres fait aussi du profit pour l'État. Non, pas pour l'État. L'entreprise fait d'abord du profit pour elle-même. Oui, mais ensuite l'État a son gain-pain. Autrement, l'entreprise n'existerait pas. Oui, je sais. Si cette entreprise paie régulièrement les impôts, là, c'est encore un autre problème. Vous n'allez pas mettre ça en doute. Écoutez, moi, depuis que l'actuel chef de l'État a mis en cause les accords entre les deux tours, d'abord les accords de la grande coalition de la rupture et les accords entre les deux tours, souffraient que moi, j'ai fait l'option de ne plus croire en ce chef de l'État. C'est une option personnelle qui n'engage que moi. J'ai fait l'option de ne plus croire en ce système qui nous dirige aujourd'hui. Mais le bénéfice de doute, vous en faites quoi? Et tel que le bon journaliste, comme l'a dit Albert Londres, d'apporter le couteau, de remuer le couteau dans la plaie au maximum pour énerver, fâcher, mais pour toujours dire la vérité et amener l'histoire à juger. Dans le cas de figure, j'ai comme l'impression qu'on est en train de fourrer le peuple béninois. Encore avec le retour du PVI? Mon cher ami, on pouvait laisser le chef de l'État ou l'ancien responsable de Bénécontrôle se fait payer les 109 milliards, contrairement à ce qu'il a dit pendant les élections, qu'il ne veut plus se faire payer. Et on pouvait, si on voulait qu'il y ait un autre programme de vérification des importations, lancer un appel d'offres. C'est la démarche la plus idoine. C'est la démarche qui permettra à chacun et à tous de savoir que le chef de l'État n'est plus intéressé. Mais on a comme l'impression qu'il y a une revanche. Permettez que je saisisse votre pêche. Oui, mais il y a certains des autres qui ont soulevé cet aspect, qui disent avoir été surpris que le chef de l'État, qui a été le capitaine à bord de ce programme durant tout son temps, pendant qu'il était de l'autre côté, qu'aujourd'hui on ramène PVI dans ces conditions, alors qu'il avait tenu promesse. C'est vrai que ça reste des promesses électorales, mais est-ce que quelque part les acteurs portuaires, certains qui tiennent ces propos n'ont pas en partie raison? Vous savez, mon cher ami Médéric Gongo était allé tout à l'heure sur le volet politique, les promesses de campagne. Non, je suis d'avis avec lui, mais parlons quand même uniquement du secteur portuaire. Restant du secteur, je rappelais tout à l'heure, vous les avez suivis. Il y a certains des vôtres qui s'offusquent de cette décision-là. Écoutez, je ne vous cache aucun secret en vous disant que, et vous savez, j'ai eu la chance au moment du PVI de rencontrer à plusieurs reprises l'ex-président Boni Yayi. Et le président Boni Yayi qui disait en son temps, mais le PVI a commencé, vous m'avez dit, au lieu de 100 francs, j'avais trouvé 200 francs, mais je n'ai pas, et j'ai demandé l'argent qu'on prêtait aux femmes, c'est où on m'a dit que c'est le PVI, tout ça. Là. Mais aujourd'hui, heureusement qu'il y aura bientôt encore les prêts pour les femmes. Mais dans notre secteur, il faut reconnaître que les gens ne pensent pas trop au peuple, chacun aime prêter pour sa paroisse. Et c'est en cela de grandes personnalités que je respecte, peut-être des députés même, sont allés voir le président Boni Yayi pour lui dire, mais le monsieur a déjà l'argent, vous mettez à sa disposition près de 400 militaires, il risque de vous faire un coup d'État. C'est comme ça les brouilles ont commencé entre le président, l'actuel président Patrice Talon et son cher ami d'hier, Boni Yayi. Donc l'échec du PVI, c'était purement politique. Pour dire quoi? Mais quand le président Boni Yayi a repris, je dirais, les embryons du PVI, parce que
qu'on le veuille ou non, c'est le président parti, c'est l'ES, c'est-à-dire c'est l'ES opérateur parti Talon qui a été le géniteur du PVI. Quand on dit qu'il faut faire appel d'offres, mais il ne peut pas concevoir sa chose, vous allez lui arracher comme ça. Mais je dis, quand ces derniers sont allés mentir au président Boniaï, ils ont eu leur part. Ils ont eu leur part. Qu'est-ce que ça signifie, leur part? Leur part, c'est-à-dire on leur a signé des agréments, et ils en ont joui copieusement. Et c'est être acteur portuaire pour avoir tenu ces propos. Ils sont acteurs portuaires. Et je vous jure que par rapport à ça, parce que c'est quoi? Dans notre secteur, c'est un peu comme au toit pour que je m'y mette. Et c'est là le véritable problème. Vous avez vu. Donc le PVI en soi n'était pas mauvais. Non, du tout pas. Ah, Médéric Franco, j'imagine que vous apprenez des choses. Ça, vous le saviez? Du tout Non, pas. je pense que lorsqu'on voit un peu le PVI sur papier, merci. Lorsqu'on voit le PVI sur papier, je vous dis que le siège de le contrôle des SEM n'est pas construit quand nous les étions associés au PVI. Merci. Vous l'étiez aussi? Nous étions au début associés au PVI. Et nous avions été amenés à procéder à une analyse critique de ce projet. Nous avions émis des vœux qui avaient été pris en compte dès le début. Merci. Mais chemin faisant, nous avons constaté qu'il y a une extrapolation du décret d'application et au niveau des arrêtés de mise en exécution, de mise en application, il y a eu de la triche. Certains aspects qui n'étaient pas nommément prévus ont été ajoutés aux arrêtés d'application. Et c'est fondamentalement la pomme de discorde entre les deux anciens partenaires. Je veux parler des présidents Boniaï et Patrice Talon. Les véhicules d'occasion n'étaient pas dans le décret du PVI. Nous nous sommes occupés du décret. Mais les arrêtés de mise en œuvre, les arrêtés ont sciemment permis à Bénédicte Contrôle d'élargir ses prérogatives et d'engranger beaucoup plus qu'il n'était prévu. Donc au détriment de l'État et du contribuable. C'est ça le problème. Et c'est le nœud gordier du problème. Le problème n'est pas ailleurs. Et qui en était l'auteur, qui a pu introduire ça sans que le chef... Il y a eu la triche. Il y a eu la triche. On peut bien tout vérifier. Et lorsque vous voyez les attributs de la douane, l'évolution des attributs de la douane, dans les différents arrêtés qui ont conféré beaucoup plus de pouvoir au CFT, il faut étudier les arrêtés dans leur chronologie. Vous allez voir qu'on a dépouillé la douane pour remettre le pouvoir au CFT. Mais qui se chargeait seulement de capter l'argent, mais qui ne rendait pas les services. Je ne trahis aucun secret. Ma mère Azan le sait, c'est de quoi je parle. Ma mère Azan le sait. Les histoires de corridor, qu'est-ce qui se faisait? Mais l'argent qu'on prenait, ça partait où? Aujourd'hui, comme on dit, c'est un nouveau départ. Ce dossier, je le connais autant que les acteurs portiers. Oui, on est en train de partir sur de nouvelles bases. Je vous dis, il faut d'abord définir les bases. C'est ça, c'est en cela que je ne comprends pas. J'ai l'impression que les gens, les personnalités de forte envergure, en qui nous avons placé notre conscience, parce que qu'on ait voté pour eux ou pas, tant qu'ils sont élus, nous devons les accepter comme nos responsables actuels. Évidemment. Mais j'ai comme l'impression qu'ils sont beaucoup plus pressés de s'en mettre plein les poches, qu'ils ne prennent pas le temps de bien étudier les dossiers, de bien analyser les contours des dossiers, d'inventorier éventuellement les effets collatéraux, d'anticiper sur tout ce qu'il peut y avoir. Mais regardez tout ce qu'ils ont lancé depuis qu'ils sont là. Ils ravalent leur vomissure. C'est du rétropédalage. Moi, écoutez, je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est cela que je me demande si vraiment c'est ceux-là qu'on a connus, si c'est Abdoulaye Biotchani, si c'est Pascal Irene Koukaki, si c'est Julien. Parce que tel que ça se passe aujourd'hui, tel que ça se passe, j'ai comme l'impression qu'on s'était dit, et quand on est arrivé au pouvoir, bon, cette affaire-là, nous allons reprendre ça en moins d'un an. Et comme on voit que le temps passe, comme on voit que c'est le 6 avril, on a décrété la reprise. Mais Médéric François Gogo, n'oubliez pas que Pascal Irene Koukaki a été au cœur
de l'élaboration de ce programme aussi, et qu'il s'y connaît. Si on l'a laissé peut-être finir, il ferait mieux. Les frais de suivi interministériels, les ministres ne sont pas véhicules. Il les prenait, mais il ne faisait rien. Non, vous n'avez pas dit ça. Écoutez plutôt l'acteur portuaire, Médéric François. Il a abordé un problème qui oui. D'abord, je vais vous dire. Il a tout dit. Et vous savez que ça soit hier ou aujourd'hui, et on ne pourra jamais faire le programme de véhiculation des importations sans la douane. Aujourd'hui, la douane est fortement impliquée. Et ça, là, c'est clair. La fois dernière, on lui a non. La douane, on a remis au CFT. Non, je vous rassure que la douane est impliquée. L'acteur portuaire vous rassure. La douane est impliquée. Non, sans la douane, les gens ne pourront rien. Maintenant, je vais vous dire, lorsque vous parlez, vous abordez le problème du corridor, M. Médéric, ça dit, évidemment, que lorsque vous savez que je suis un vieux de la vieille au port, mais vous-même, mais nous avions fait beaucoup de choses ensemble, M. Médéric. Mais le corridor... Médéric et vous non, mais il nous a beaucoup aidé dans cette filière, quoi. Il n'est pas étranger à notre filière, c'est ce que j'allais dire. Mais écoutez, M. Médéric, rappelez-vous qu'avant l'arrivée du corridor, lorsque vous sortez un véhicule de Cotonou pour atteindre Malanville, nous déboussons encore près de 150 000 de rançonnement sur nos voies. Désormais, tout ceci est banni. Ça, il faut le reconnaître. Non, le corridor est venu corriger ça. Maintenant, le corridor... Le corridor n'existait pas, hein, que de nom. Non, je vais vous expliquer. Mais nous avons une satisfaction. La satisfaction, c'est que les rançonnements ont cessé. En réalité, le corridor, c'était quoi? Quand on a dit le corridor, les 28 700, M. Médéric, il fallait prendre ça pour intéresser, que ce soit les mairies, les gendarmeries, les commissariats de Cotonou jusqu'à Malanville. Mais nous, là, en tant qu'usagers, en tant que mandataires des clients, nous avons eu une certaine satisfaction parce que les rançonnements ont cessé. Qu'on ait donné cet argent-là aux mairies, aux gendarmeries, aux commissariats, ça, ce n'est plus notre problème. Là, vous parlez sur notre volet. Mais nous, à un niveau donné, nous avons eu une certaine satisfaction. Et il faut même aller plus loin. Certains des vôtres qui élèvent de la voix à exprimer un certain ressentiment par rapport au retour du PVI. Qu'avez-vous envie de leur dire? Oui, vous savez, il faut juste les rassurer. Vous savez, aujourd'hui, si nous étions 800 déclarants à venir au port aujourd'hui, il n'en reste que 200. Des gens sont à la maison et parce qu'ils n'ont même pas l'argent pour mettre de carburant dans leur moto. Et je vous jure, ça dit, moi, je dis, je n'ai pas la langue de bois. Beaucoup ont cessé de venir au port. Moi, j'y vais. Ce n'est pas tous les jours, quand bien même je n'ai rien à faire. Mais il devrait se réjouir du retour de ce PVI, non? Mais c'est ce que je dis. Ce n'est pas que nous allons applaudir le PVI et aller dormir sur nos lauriers. Nous disons que ça va corriger une certaine injustice. Mais de la même manière, il faut que nous soyons là, quand même, comme le dit M. Médéric, pour dire, si vous faites comme ça, ce serait bon. Si vous faites comme c'est tout. Nous allons donner nos conseils pour aller de l'avant. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons dit que notre État a besoin d'argent. Mais si cet argent doit aller dans les poches d'autres individus, nous allons crier. Oui, l'État béninois a besoin d'argent. Le chef de l'État l'a promis, renflouer les caisses de l'État. Ça fait partie de l'une de ses priorités. Médéric François Gogo, avec ce retour du PVI, objectivement parlant, quelles pourraient être les retombées pour les caisses de l'État? Les caisses de l'État seront renflouées. Dieu merci. Il y aura une sécurisation des recettes. Je l'avais dit, des marchandises, un redéploiement des douaniers pour plus d'efficacité. Mais il y aura un rachérissement des prix des produits de première nécessité. Il y aura une disparition de beaucoup de mini-importateurs. Il y aura la fuite du trafic vers les pays limitrophes. Ça, ce n'est pas un gain? Non, je ne parle pas du gain, je parle déjà des problèmes. Allez-y, allez-y. J'ai déjà parlé des gains. Les gains, c'est que le train qui va permettre un suivi, il y aura plus de allez-y, Médéric, on a plus beaucoup de temps. Un redéploiement, il y aura un renflouement de caisse de l'État central, mais il y aura, de l'autre côté, des conséquences très fâcheuses qui risquent même de plomber les gains dont j'ai parlé plus haut. Et au nombre de ces conséquences, j'ai particulièrement la fuite du trafic pour les ports, parce que les valeurs transactionnelles vont nous faire perdre beaucoup d'importateurs qui iront au Togo, qui iront ailleurs, même si les distances sont plus importantes pour qu'ils montent après dans le pays de l'Interland. Quelle est la situation aujourd'hui au niveau des échanges entre le Bénin et le Nigeria?
Parce que généralement, les pays de l'intérieur ne payent absolument pas grand-chose. Non. Le Niger, au terme des accords que les anciens chefs de l'État, je vais parler de Tandja, je vais parler de Tandja et Kérékou, on lui a signé, si mes souvenirs sont bons, pas contenait, en partant sur le Niger, nous avons à peine 2500 ou... 0,25% de et la voilà. valeur. Et alors que sur le Nigeria, nous devons avoir 600 000. Et c'est ce qui amène beaucoup, au lieu d'aller directement par les frontières internationalement admises, à remonter vers Gaïa, à parler de réexploitation, ouais, et à revenir et passer frauduleusement vers le nord du Nigeria. On le constate pour le textile, on le constate pour beaucoup de produits. Il y a de la déperdition de l'autre côté, on peut faire du bon boulot. C'est vrai qu'il y a un poste douanier qui a été inauguré la fois dernière. Mais François Gogo, pour éviter... Donc, les effets néfastes vont avaler les effets positifs induits. Mais est-ce que dans la péréquation, ce que l'État va gagner, est-ce qu'on va prendre une bonne partie pour subventionner les produits de première nécessité, ou bien nous allons, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, considérer qu'il y a des produits de première nécessité et ne plus appliquer les valeurs transactionnelles pour ces produits, aller vers les valeurs planchers, aller vers les valeurs ajustées. Ça pourrait faire, voilà, Médéric François Gogo, objet de réflexion voilà au niveau de l'exécutif. Mais on n'a demandé rien à personne. Comme l'a dit quelqu'un, Victor Topal, par rapport à la révision de la Constitution, on ne peut pas penser et être intelligent tout seul. Et la preuve a été donnée que ceux qui sont là sont beaucoup plus pressurés par le règlement de leurs problèmes personnels. Votre mot de fin très rapidement, avant que je donne la parole à mon mot de fin, c'est que le chef de l'État continue de penser à lui, tout seul, à temps, à contre-temps, abondamment et de manière intempestive. La paupérisation et l'indigence au niveau des populations se retrouvent à son paroxysme. PVI, Médéric François Gogo. Je parle du PVI. Exactement. Rapidement. Le rétropédalage est de règle. Le PVI a été lancé sans qu'on ait de préparation. Sera lancé bientôt, va démarrer le 1er avril, on nous a dit, sans qu'il n'y ait des réunions entre les acteurs, sans qu'il n'y ait des propositions, sans qu'il n'y ait des garanties par rapport à la gestion du social. Bref, nous allons tout droit encore dans le mur. Oui, et on n'ira pas dans le mur. J'aimerais juste rassurer mon ami Médéric et Gogo pour dire que nous serons en état de veille. D'abord, ce qui me fait plaisir, il a reconnu que les recettes de l'État pourront être énormes. Cela me réjouit. Et dans le même temps, il fait déjà des propositions pour penser au plus bas peuple. C'est ce que nous voulons. Parce que si il y a des produits qu'il faut subventionner, je suis d'accord, mais ou bien s'il faut les soustraire de la valeur traditionnelle, c'est aussi bon. Donc, c'est à cette seule manière que nous pouvons contribuer au développement de notre pays. Et j'aimerais aussi le rassurer quand il dit aujourd'hui, le président Patrice Talon n'est plus homme d'affaires, il est président de la République. Il doit penser à son peuple d'abord. Ah, le peuple a faim. Non, le peuple a faim. Le peuple a faim, il ne va pas prendre un hélico. Il ne pense qu'à lui-même, mon frère. Il ne doit pas prendre un hélico et partager l'argent dans le pays. Ma mère, c'est terminé. Merci à vous, Médéric François Gogo. Merci pour vos différentes contributions à l'enrichissement de ce numéro, mesdames, messieurs. De 100% Bénin, c'est terminé. Nous allons conclure sur cette citation de l'essayiste et romancier anglais Oscar Wilde. Je cite, « Il n'existe qu'une certitude définitive sur la nature humaine. Elle est changeante. L'avoir présent à l'esprit permet de se prémunir de l'effet de choc en cas de déception. » Merci, mesdames, messieurs, pour votre attention. Excellente journée à vous et à très vite.